Quelques jours seulement après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, le Japon a organisé des élections générales et le parti d'Abe, le Parti libéral-démocrate, a remporté une victoire écrasante. Certains votes ont pu être sympathiques, mais l'élection était avant tout un signal clair de l'opinion publique concernant la croissance des capacités militaires du Japon et une rupture de facto avec la position pacifiste du pays après la Seconde Guerre mondiale. C'était précisément l'un des derniers souhaits de Shinzo Abe avant sa mort. Aujourd'hui, son successeur, Fumio Kishida, rétablit progressivement le statut de superpuissance militaire du Japon. Bienvenue dans le rapport sur les années 20. Il y a 80 ans, le Japon impérial possédait l'une des armées les plus importantes et les plus puissantes du monde. La puissante offensive japonaise a permis à l'Empire d'obtenir d'importants gains territoriaux, mais a finalement subi une défaite dévastatrice qui s'est soldée par la soumission aux États-Unis. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin d'éviter des nouvelles effusions de sang, les Américains ont voulu contrôler les capacités militaires japonaises. C'est pourquoi, agissant prudemment, ils ont inséré dans la nouvelle constitution japonaise de 1947 une disposition garantissant ce contrôle. Introduit sous la contrainte et supervisé par le commandant des forces d'occupation, le général Douglas MacArthur, l'article 9 de la Constitution japonaise interdisait à Tokyo d'avoir une armée. Une décision que les Américains regretteront plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a changé diamétralement de politique. Il abandonne complètement son passé impérial, devient une démocratie et se concentre sur un seul objectif, la croissance économique. Et dans ce domaine, il a obtenu les meilleurs résultats au monde. Dans le même temps, les États-Unis, adversaires de fraîche date, puis alliés pendant un certain temps, menaient des batailles dans de nombreux endroits du globe dans le cadre d'une rivalité stratégique avec l'Union soviétique. Pendant ce temps, la position du Japon sur le théâtre du Pacifique restait cruciale. Il se trouve à proximité du principal port soviétique du Pacifique, Vladivostok. Les navires soviétiques ne peuvent pas naviguer dans le Pacifique sans contourner d'abord les îles japonaises. Moscou cherchait un moyen de disposer d'une force navale importante dans le Pacifique et de détourner la puissance américaine de l'autre côté du globe. Washington, dont l'intérêt principal était de sécuriser l'Atlantique et l'Europe, ne voulait pas détourner ses ressources vers l'autre côté du globe. C'est pourquoi les Américains voulaient utiliser le Japon, en pleine croissance économique, qui ne représentait plus une menace pour eux. Mais Tokyo refuse, en invoquant l'article 9 que les Américains ont eux-mêmes inscrit dans la constitution japonaise. Les Japonais étaient réticents à investir dans une marine et une armée de l'air, préférant investir dans les industries électroniques et automobiles qui allaient bientôt menacer leurs homologues américains. La constitution japonaise, bien qu'elle ait 75 ans d'existence, n'a connu aucune modification ce jour, mais l'interprétation de l'article 9 est devenue de plus en plus souple. La première étape importante a eu lieu dès 1954 avec la création des forces japonaises d'autodéfense, et ce, grâce à l'assistance des Américains. Au cours des 80 années qui se sont écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, qui gardent encore en mémoire le traumatisme de ces événements, sont devenus une nation extrêmement pacifiste. Le plafond de 1% du PIB consacré aux forces d'autodéfense, fixé dans les années 1970, a été conçu par le législateur comme une manifestation concrète de cette volonté. Les Japonais se sont contentés de louer leur propre statut de sécurité aux Américains, qu'ils ont conclu sur la base d'un traité de sécurité mutuelle signé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce traité, les États-Unis s'engageaient à défendre l'intégrité souveraine du Japon en échange de la constitution pacifiste subventionnée. En vertu de ce traité, les États-Unis ont établi plus de 80 installations militaires au Japon et plus de 60 000 soldats américains y sont stationnés, plus que dans n'importe quel autre pays. Mais au cours des 10 dernières années, l'architecture de la sécurité mondiale a commencé à changer rapidement, principalement en raison de la montée en puissance sans précédent de la Chine, proche voisin et rival historique du Japon dans la région.
La menace que représente la montée en puissance de la Chine pour le Japon a été rapidement prise en compte par Shinzo Abe, Premier ministre japonais de longue date au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle. M. Abe a mis en œuvre une série sans précédent de réformes en matière de sécurité et a fortement modernisé les forces armées japonaises. Conscient du déclin relatif de la puissance des États-Unis, il a agi avec force en faveur du traité Quad et s'est donc aligné sur les pays qui, pour le moins, s'inquiètent de la récente montée en puissance fulgurante de la Chine. Outre le Japon et les États-Unis, le Quad comprend l'Australie et l'Inde. Sur cette toile, les forces d'autodéfense japonaises ont commencé à participer à des manœuvres internationales dans une autre réinterprétation flexible de l'article 9. En outre, M. Abe a même brisé le tabou nucléaire au Japon et invoqué la possibilité de stationner des armes nucléaires américaines sur le sol japonais, à l'instar du programme de partage nucléaire de l'OTAN. Ces propositions étaient accueillies comme très controversées par le public japonais, qui a encore en mémoire les horreurs des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Certes, ce scénario n'est guère probable, mais il constitue l'un des nombreux ballons d'essai lancés par Abe pour redéfinir l'état d'esprit militaire du Japon. Avec tous ces tests, la mesure la plus importante pour laquelle Abe s'est battu était de doubler le budget de la défense, et il semble que cet objectif sera réalisé à titre posthume. M. Abe a terminé son troisième mandat en 2020 et, après le bref mandat du Premier ministre Suga, M. Fumio Kishida, ancien ministre des Affaires étrangères de longue date du cabinet Abe, a pris ses fonctions. Il jouit d'une grande confiance de la part de l'opinion publique, scellée par sa récente victoire écrasante aux élections. Bien que Kishida soit considéré par les observateurs comme un homme politique plus modéré qu'Abe, sa politique étrangère est un prolongement du passé plutôt qu'une subversion. La modération de Kishida est même considérée comme un atout par un public qui, bien que de plus en plus conscient des menaces croissantes, ne souhaite pas que la transition se fasse trop brutalement. Que craignent les Japonais ? Il y a deux menaces principales. Le danger le plus difficile à cerner est le programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord. Un récent sondage, réalisé par le centre Yomiuri Shimbun, a révélé que 86% des Japonais ressentent un réel danger de la part de la Corée du Nord. Par conséquent, 64% des Japonais soutiennent un programme visant à accroître les capacités de défense du pays. Le deuxième défi, stratégiquement plus sérieux, est celui de la Chine. Les politiques agressives de la Chine dans le contexte de Taïwan ou de Hong Kong, sous la forme de militarisation d'îles artificielles et de l'extraction de pétrole dans des eaux contestées, ou son soutien silencieux à l'invasion criminelle de la Fédération de Russie, oblige Tokyo à abandonner sa doctrine pacifiste et à assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité et celle de la région. Le Japon et les États-Unis ont un intérêt commun à neutraliser les menaces provenant de la Corée du Nord, mais surtout de la Chine. Toutefois, les caractéristiques de cette menace sont différentes pour les deux parties. Alors que les Américains opèrent à une échelle plus large, soucieux de préserver leur niveau actuel de prospérité et de puissance, les Japonais, comme l'Ukraine aujourd'hui, sont confrontés à une menace existentielle à l'extrême. Il ne s'agit pas d'une question de mois ou même de quelques années à venir, mais d'actions entreprises aujourd'hui qui se projetteront dans les décennies suivantes, lorsque la Chine deviendra inévitablement le plus grand pays du monde sur le plan économique, alors que la disparité entre Tokyo et Pékin ne cessera de s'accroître. Géographiquement, cette rivalité se résume aux îles Senkaku, ou Diaoyu, comme les appellent les Chinois, situées au nord-ouest de Taïwan. Il s'agit d'un point de friction permanent entre le Japon et la Chine. Récemment, l'administration Biden a réitéré la position adoptée par les administrations Trump et Obama, à savoir faire relever les îles Senkaku du Japon de l'article 5 du traité bilatéral de sécurité qui autorise automatiquement une intervention militaire américaine en cas d'agression chinoise. Les Japonais, avec une profonde inquiétude, observent également la situation autour de Taïwan. L'île n'est qu'à environ 110 km de l'île japonaise de Yonago-e-jima, où les Japonais ont déployé des systèmes Patriot, et à 500 km de l'île stratégiquement cruciale d'Okinawa, qui abrite une énorme base militaire américaine accueillant 26 000 marines. Étant donné que nous sommes si proches de Taïwan, la sécurité du détroit de Taïwan nous préoccupe également, a déclaré Koichiro Matsumoto, secrétaire du cabinet du Premier ministre japonais. La rupture de Shinzo Abe avec ses responsabilités officielles
lui a permis d'aller encore plus loin dans ses propos. Pas plus tard qu'en décembre 2021, il a déclaré qu'une attaque chinoise contre Taïwan constituerait une menace directe pour le Japon et que le conflit entraînerait le Japon et les États-Unis. Les Japonais ont également un différend territorial avec la Fédération de Russie au sujet des territoires du Nord, mieux connus sous leur nom russe, les îles Kouriles. La Russie constitue une troisième menace théorique pour le Japon, mais dans la pratique, elle est inexistante par rapport à la Corée du Nord et à la Chine. Néanmoins, elle doit être prise en compte comme un élément essentiel en synchronisant ses actions avec les deux autres. C'est pourquoi l'invasion russe de l'Ukraine a intensifié les tambours de guerre, même chez les Japonais qui se trouvent à des milliers de kilomètres de l'épicentre des événements. Les corrélations entre l'Ukraine et la Russie, et entre le Japon et la Chine, sont diamétralement différentes et ont leurs propres caractéristiques, mais il est difficile de ne pas faire de parallèles ou même de ne pas établir de comparaison directe. La sensibilité du Japon sur ce sujet peut être évaluée par le fait que le Japon a été l'une des premières nations à prendre des mesures concrètes contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine et l'une des plus énergiques. Tokyo a gelé les actifs de la Banque centrale russe, interdit l'exportation de technologies de pointe et retiré à la Russie son statut de pays privilégié sur le plan commercial. Dans la pratique, le Japon s'est débarrassé de tout semblant de neutralité. En outre, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été le premier dirigeant japonais de l'histoire à assister à un sommet de l'OTAN. Tout cela oblige à Kishida à redéfinir la doctrine de défense du Japon. Le Premier ministre a déclaré qu'il envisagerait toutes les options possibles pour augmenter radicalement les capacités de défense du pays, y compris la capacité controversée de frapper les bases ennemies. Je suis déterminé à renforcer fondamentalement les capacités de défense du Japon au cours des 5 prochaines années et à garantir l'augmentation significative du budget de la défense du Japon nécessaire à sa mise en œuvre, a déclaré M. Kishida lors du dialogue Shangri-La à Singapour, à propos d'une politique qu'il a qualifiée de « réalisme diplomatique pour une nouvelle ère ». Comment Kishida va-t-il s'y prendre? Tout d'abord, en mettant en œuvre le dernier souhait d'Abe, c'est-à-dire en augmentant les dépenses militaires à hauteur de 2% du PIB. Comme on peut le lire dans le projet de stratégie de sécurité nationale du parti au pouvoir au Japon, publié en avril, en gardant à l'esprit l'objectif de dépenses de défense de plus de 2% du pays pour les pays de l'OTAN, notre pays s'efforce également de réaliser un budget qui atteigne le niveau nécessaire pour renforcer fondamentalement les capacités de défense dans les 5 années à venir. Fin de citation. Cette seule mesure fera du Japon la 3e puissance militaire mondiale, du moins en termes de dépenses de défense, qui passeront de 50 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars par an. Le Japon possède aujourd'hui plus de 900 avions de combat, 48 destroyers, dont 8 systèmes antimissiles Aegis, et 20 sous-marins. En outre, Tokyo achète 147 chasseurs F-35, dont 42 F-35B, ce qui en fait le plus grand utilisateur de chasseurs furtifs américains en dehors des États-Unis, où 353 de ses propres avions doivent être déployés. Ces avions pourront être stationnés sur 2 porte-avions japonais, Izumo et Kaga, qui sont les premiers porte-avions du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale et qui ont été adaptés pour accueillir les F-35 alors qu'ils étaient des porte-hélicoptères. Reste à savoir si le Japon développera sa propre capacité de missiles ou s'il continuera à s'appuyer sur la technologie américaine. Mais ce qui est certain, c'est que Tokyo est en passe d'acquérir une capacité de contre-attaque, comme l'a formulé le Parti libéral-démocrate. Comment les Chinois voient-ils tout cela? Disons qu'ils ne sont pas contents. Ils considèrent que cette initiative est subordonnée aux intérêts américains et préviennent qu'elle ne fera que nuire au Japon et à son peuple. Surtout, ils adoptent une tonalité historique et rappellent les terribles crimes commis par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant même entendre que ce risque subsiste. Le Global Times a même averti que le militarisme japonais a été vaincu pendant la Seconde Guerre mondiale et le sera à nouveau, et que, si le Japon ose menacer la sécurité d'autres pays ou même lancer une attaque surprise, le territoire japonais deviendra un champ de bataille. C'est l'opinion de l'expert chinois Zhang Jianping, mais si elle ne reflétait pas le sentiment du parti, elle n'aurait pas été reprise dans les médias de propagande chinois.
Le lendemain de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, les Chinois ont tiré une douzaine de missiles, dont 5 ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon. C'est la nouvelle normalité dans la région à laquelle le Japon doit se préparer. Cela ne signifie pas qu'un conflit est inévitable, mais la militarisation de la région augmente le risque d'incident. D'autant plus que le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est tenu l'automne dernier et que le président Xi Jinping a remporté, comme jamais auparavant, un 3e mandat. Cela donne une bonne image des dirigeants chinois qui veulent montrer leur force et leur propre intégrité. La fusion et l'unification des potentiels du Japon et des États-Unis et leur concentration sur la Chine, également due au choix des Américains de pivoter de l'Europe vers l'Asie, sont de mauvaises nouvelles pour les Chinois. Xi Jinping a rompu avec la doctrine des 24 caractères de Deng Xiaoping, qui appelait au calme et à ne pas prendre les devants. Il a également approuvé les projets impériaux russes. Il en résulte une consolidation de plus en plus forte du monde libre contre la Chine. La position des premières et troisièmes économies les plus puissantes du monde en est l'exemple le plus flagrant. Le doublement des dépenses d'armement du Japon est une mesure qui fera de Tokyo la 3e puissance militaire du monde et constitue la rupture ultime avec la nature pacifiste actuelle du pays.